À première vue, ce train semblait incapable de se maintenir droit, encore moins de filer à vive allure sur des kilomètres de voie. Pourtant, grâce à une prouesse d'ingénierie, le monorail Brennan s'avérait rapide, fiable et capable de conserver une stabilité exemplaire dans les courbes, surpassant même celle des trains classiques. Le concept a vu le jour au début du XXe siècle, sous l'impulsion de l'inventeur Louis Brennan. Il fit breveter son système, puis aménagea une voie ferrée spécialement conçue pour exhiber cette étrange invention. Bien qu'elle semblât défier les lois de la physique, elle fonctionnait parfaitement. Toutefois, cette version du monorail ne parvint jamais à percer sur le plan commercial. Examinons à présent le fonctionnement de cette machine. Le monorail parvenait à se stabiliser dans une position a priori intenable, grâce à un gyroscope. Peut-être vous souvenez-vous, enfant, avoir joué avec des toupies. Le principe est similaire. Lorsqu'elle est en rotation, la toupie génère ce que l'on appelle un moment angulaire. Même si vous tentez de l'incliner ou de la dévier, elle opposera une résistance, cherchant à maintenir sa position initiale. Aujourd'hui, les gyroscopes sont intégrés à de nombreux dispositifs, comme les téléphones. Dans ces appareils miniaturisés, des capteurs enregistrent le moindre mouvement ou changement d'orientation. Ainsi, quand vous faites pivoter votre téléphone, le gyroscope permet à l'appareil de détecter l'évolution de la direction, ce qui aide le logiciel à réorienter l'affichage, en passant du mode portrait au mode paysage, par exemple. Le cœur du monorail Brennan reposait sur un système de stabilisation gyroscopique analogue. 2 gyroscopes étaient installés sur une plateforme située entre les 2 roues principales du train, chacun tournant en sens inverse de l'autre. Si le convoi venait à pencher légèrement d'un côté à cause d'un terrain irrégulier ou d'une force extérieure, les gyroscopes détectaient cette inclinaison et produisaient une force contraire pour la compenser. Cette force redressait le train, le ramenant dans une position parfaitement verticale. Ce réajustement se faisait en continu, à l'insu même des passagers. La stabilité était telle que, même si tous les voyageurs se regroupaient d'un seul côté du wagon, le train conservait imperturbablement son équilibre. Le conducteur, pour sa part, n'avait nul besoin d'intervenir pour maintenir le convoi dans l'axe de la voie. Le monorail Brennan était également doté d'un système de propulsion original que l'on retrouve dans certains jouets. Vous souvenez-vous de ces petites voitures que l'on tirait en arrière et qui filaient dès qu'on les relâchait? En gare, les ouvriers procédaient de manière comparable. Ils remontaient manuellement les ressorts du train, emmagasinant ainsi de l'énergie potentielle. L'innovation majeure résidait dans la manière dont cette énergie était libérée avec précision. Lorsque le train se mettait en marche, les ressorts se détendaient et actionnaient un mécanisme d'engrenage et de levier, convertissant l'énergie accumulée en propulsion. Bien que les monorails fussent réputés moins coûteux à produire, plus rapides, plus légers et dotés d'une meilleure stabilité dans les virages, ils ne furent jamais industrialisés à grande échelle. Les autorités de l'époque redoutaient les risques liés à une défaillance des gyroscopes. Il ne suffisait pas d'en équiper uniquement la locomotive. Chaque wagon devait disposer de son propre dispositif. Et en cas de panne, l'ensemble perdrait rapidement sa stabilité. Certes, les monorails disposaient de pieds stabilisateurs en appoint, mais les investisseurs craignaient qu'ils ne se déploient pas à temps si un gyroscope cessait soudainement de fonctionner. Les monorails n'ont pas disparu. Ils existent encore aujourd'hui, sous des formes différentes. Prenons par exemple ce modèle inversé en Allemagne. Contrairement aux apparences, il ne transporte pas ses passagers la tête en bas. Il glisse simplement le long d'un rail suspendu. La voie, fixée à des pylônes, survole rues animées, cours d'eau et autres obstacles que ne saurait franchir un train classique. Et avec les panoramas offerts depuis cette hauteur, le trajet devient une expérience singulière et mémorable. Ce train allemand, conçu dans les années 1880, fut imaginé comme réponse à un épineux problème. La ville, en proie à des difficultés croissantes de circulation liées à l'essor de son industrie textile, ne pouvait recourir ni au chemin de fer classique, ni au tramway, en raison de sa topographie complexe. Son implantation à proximité d'une vallée fluviale rendait la construction de voies ferrées particulièrement ardue. L'un des passagers de ce train entra dans la légende au cours des années 50. Il s'agissait de Tuffy l'éléphant, devenu une petite célébrité locale. À l'occasion d'une opération de promotion, l'animal fut embarqué à bord, mais l'expédition prit une tournure inattendue. Gêné par l'exiguïté des lieux, Tuffy piétina plusieurs sièges, parvint à s'échapper, puis sauta dans la rivière en contrebas. Par chance, l'eau peu profonde permit à l'éléphant de s'en tirer indemne. En matière de sécurité, ce train a longtemps fait figure d'exemple. Jusqu'en 1999, il était considéré comme le moyen de transport public le plus sûr d'Allemagne, n'ayant connu qu'un nombre infime d'incidents en près d'un siècle. Il connut toutefois quelques avaries, notamment en 2018, lorsque la chute d'un câble électrique sur la chaussée entraîna une interruption de service de 9 mois.
En Corée du Sud, on trouve un monorail particulièrement original qui semble escalader des marches. Il longe les marches de Somang, également appelée marche des vœux, un élégant escalier de 192 marches situé dans le district de Seo, à Busan. En 2022, les résidents décidèrent d'y installer un petit monorail afin de faciliter les déplacements. Cette initiative revêtait une importance particulière pour les habitants du quartier, où les personnes âgées représentent environ 30% de la population. Ce monorail s'étire sur une distance d'environ 90 mètres, qu'il parcourt en 6 minutes à bord d'un petit véhicule. Néanmoins, il serait dommage de négliger l'ascension à pied, car chaque marche constitue une œuvre à part entière, richement décorée de mosaïques colorées et de dessins saisissants. Parvenus au sommet, le monorail dévoile aux visiteurs un vaste panorama sur la ville tout entière. Les inventeurs ont également tenté de concevoir des voitures à 2 roues au cours de l'histoire. Dès les années 50, des esprits novateurs ont imaginé des gyrocars. Ces prototypes présentèrent des caractéristiques séduisantes, mais leurs défauts ont fini par l'emporter. Ils ressemblaient aux tas de grosses motos, mais pouvaient transporter 2 à 4 passagers. À l'intérieur, ils comportèrent des gyroscopes aussi stables que ceux des monorails. On affirmait que même si la carrosserie était endommagée, la structure resterait intacte. Monter ou descendre du véhicule ne compromettait pas non plus sa stabilité. Mais ces modèles n'étaient pas exempts de défauts. Prenons le Gyron de Ford, conçu en 1961. On ne pouvait pas le conduire à grande vitesse, et sa construction était très coûteuse. Ce n'était qu'un projet de recherche, jamais destiné à une production en série. Malheureusement, le prototype original fut détruit dans un incendie en 1962. Quand l'une de ces voitures gyroscopiques s'arrêtait, il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que de petites rousses latérales ou une sorte de béquille se déploient pour la maintenir debout. Sur d'autres modèles, le problème venait du temps de démarrage. Il fallait parfois jusqu'à 3 minutes pour atteindre la vitesse maximale. Impossible de simplement tourner la clé et partir. Quant au rayon de braquage, il était comparable à celui d'un paquebot de croisière. Contrairement aux motos, ces engins ne penchaient pas dans les virages et devenaient instables à grande vitesse. L'aérotrain proposait lui aussi une approche totalement inédite du transport. Il devait se déplacer en combinant un coussin d'air et une propulsion magnétique. Le but était de supprimer les frottements causés par les roues classiques. Au lieu de roues, l'appareil lévitait grâce à une couche d'air. Un moteur installé à l'arrière du véhicule insufflait de l'air dans un canal en forme de U, aménagé le long de la voie, générant ainsi la portance. Cette conception originale permettait à la fois de réduire la consommation énergétique et d'atteindre des vitesses plus élevées. L'un des obstacles majeurs restait néanmoins le coût de l'infrastructure nécessaire. Le canal en U et le système de guidage magnétique imposaient la construction de voies entièrement nouvelles, ce qui rendait le projet difficilement viable à grande échelle. Les trains classiques, eux, pouvaient emprunter les réseaux préexistants. En outre, il fallait sans cesse créer un flux d'air sous le véhicule, ce qui générait un bruit permanent. Il fallait donc s'assurer que l'aérotrain ne fonctionnerait jamais à grande vitesse en milieu urbain, où le bruit aurait été intenable. Le projet se heurtait aussi à la concurrence d'autres systèmes à grande vitesse, comme le développement du TGV en France. Par ailleurs, l'idée même d'un train flottant dans les airs représentait un changement trop radical pour le public. Et les investisseurs craignaient que les usagers ne soient incapables de se fier à une technologie qui différait à ce point de leurs habitudes.